président de la Société d'histoire du pays de Quimperlé, ancien maire de Quimperlé, et donc qui est également très bien placé pour nous parler de la ville marquée dans le domaine politique. Donc nous allons avoir sa présentation sur la ville marquée, l'homme politique et son action à Quimperlé. Merci. Donc bonjour à tous. Alors c'est vrai que si on connaît bien Ersad la ville marquée, ça va autrement ? Oui. Comme barde et écrivain, l'homme politique a par contre été moins étudié. L'homme du Barzaz-Breiz et l'écrivain ont porté la renommée sur le plan national ou international. Par contre, son rôle politique est évidemment beaucoup plus local, voire départemental. Par rôle politique, cela suppose que l'on parle des élections, mais que l'on évoque aussi, au sens large, son action publique, sociale, religieuse, qui a une dimension politique évidente. Le cadre géographique est la ville de Quimperlé, sa ville de Quimperlé, puisque Théodore a toujours été attaché à sa ville natale, malgré Nizon et son séjour parisien. La question que l'on se propose d'aborder est donc d'essayer de mieux connaître comment ont été accueillis, ont été reçus par ses concitoyens ses actions politiques diverses, mais aussi comment a été perçu l'homme, Théodore Ersad la ville marquée lui-même. Le caractère exceptionnel du Barzaz-Breiz, la gloire justifiée et les différentes distinctions nationales qu'il a entraînées pour son auteur ne sont nullement remises en cause. Il s'agit simplement de découvrir d'autres facettes qu'on espère méconnues de la personnalité de cette notabilité quimperloise. Pour aborder ce sujet, on pourra regretter le caractère incomplet ou inaccessible de certaines sources. Les archives municipales de Quimperlé renseignent sur Théodore en tant que conseiller municipal, ce que j'avais déjà exploité une vingtaine d'années. Il y a d'autres archives, ce sont les archives de l'association Saint-Vincent de Paul qui sont à Quimperlé. L'étude de la presse locale se heurte à des lacunes puisque la période est couverte par deux journaux, dont le plus important c'est le Publicateur du Finistère qui a commencé à publier à partir du 4 octobre 1845 et qui est édité jusqu'à 1903. Il est franchement donc orienté au profit des conservateurs et des royalistes. Et cette étude, ce journal-là qui est conservé aux archives départementales est incomplet. Également, donc, comme autre information, eh bien, il faudra regarder des ouvrages, mais il y a assez peu d'ouvrages sur le rôle politique de Quimperlé. Il y a l'article de Louis Ogès, qui date déjà de 1949, sur l'élection, la tentative d'élection donc, aux élections municipales de 1849. Il y a un ouvrage qui vient de sortir de Laurent Le Gall sur la Seconde République dans le Finistère, qui est intéressant, et qui parle notamment de Nizon. Et sinon, bon, il y a des rapports d'époque, le scandale Drouillard, l'affaire Drouillard, il y a les mémoires inédites de Sylvain Perron, dont on a évoqué, et il y a aussi les ouvrages de Yves Bélancourt, qui a énormément donné de détails sur le milieu quimperlois. Alors, comment on avance ? Alors, avec la molette de la... Ah là, la molette. Hop, c'est trop vite. Alors, donc, on verra le plan suivant, 4 parties. La politique, est-ce que ça paraît, un point d'interrogation aussi là, est-ce que c'est vraiment une voie naturelle pour Théodore Ersad la ville marquée ? On verra les premiers pas et les débuts politiques chaotiques de la période 1846-1849 et les enseignements qu'on peut en tirer. Théodore Ersad la ville marquée, un conseiller municipal discret. Et enfin, l'autre action publique de Théodore Ersad la ville marquée, excusez-moi. Donc, c'est long, c'est un des titres rares, donc ça va plus vite. Donc, son rôle dans la presse et donc surtout dans la conférence Saint-Vincent de Paul. Alors, le premier point, donc la politique. La politique, donc, une voie naturelle, donc 3 points, on verra les antécédents familiaux, l'existence de relations, de réseaux, pour l'interrogation, et un homme fortuné. Donc, pour Ersad la ville marquée, les antécédents familiaux sont là. On sait que son père a été député, qu'il a été élu 5 fois pendant la Restauration, de 1815 à 1827, en précisant que c'était du suffrage censitaire, donc avec un corps électoral limité, 250 inscrits, et beaucoup moins de votants. Il a cumulé cette fonction de député avec la fonction de sous-préfet de Quimperlé de 1822 à 1826, sans oublier sa fonction de maire de Nizon,
de 1815 à 1830, même si du fait de ses absences nombreuses, c'était souvent son adjoint qui faisait le travail de Bois-Guéhenec et qui signait également maire. Mais donc il a été quand même jusqu'en 1830. Donc vous voyez que le cumul des mandats, ça ne date pas d'aujourd'hui. L'exemple pour Ersal Lavilliers-Marquet venait aussi de son beau-frère, c'est-à-dire le mari de Camille, qui s'appelait Eugène Gégou du Laz, et qui est devenu sous-préfet de Quimperlé après son beau-père, de 1826 à 1830. Si bien qu'on a eu l'impression que la sous-préfecture de l'arrondissement de Quimperlé était un petit peu une chasse gardée dès Lavilliers-Marquet de 1822 à 1830. Pierre de Lavilliers-Marquet est loin d'être un cas isolé, puisque nombreux sont les nobles légitimistes qui occupent de telles fonctions de maire. Si on regarde la région, on voit qu'à Quimperlé, c'est Louis Dubois-Guéhenec, à Moëlan, c'est Casimir de Mauduit, à Mélac, c'est Jean-Marie du Verger de Kerorlé, à Arzano, c'est Balthazar de Fournas, etc. Ça serait intéressant d'ailleurs de faire des études sur l'encadrement nobiliaire et les notabilités dans la région pour voir un petit peu les trajectoires des uns et des autres et les liens entre eux. Pour un aristocrate persuadé de représenter l'élite de la nation, la représentation du corps politique local apparaissait comme un devoir naturel. Ça permettait de mener des politiques consuétées et de conserver l'ordre établi. En fait, ce fleuve tranquille va être perturbé en 1830 par l'arrivée au pouvoir de l'usurpateur, c'est-à-dire Louis-Philippe, qui était donc vraiment une horreur aux yeux des légitimistes. Ces derniers vont démissionner en bloc de l'armée ou des mairies et vont se replier dans leur château, comme on l'a dit, donc Philippe Jarnoux l'avait évoqué hier, dans leur château à la campagne près de leurs paysans. C'est ainsi que le père de Théodore abandonne la mairie de Nizon, il en fut de même à Quimperlé, et le sous-préfet de Quimperlé pouvait en 1931, le nouveau sous-préfet, dire que le clergé lui était hostile, et également tout ce qui possède nous est opposé. La chute du régime et la proclamation de la République en février 1848 va mettre fin à la bouderie et va libérer les ambitions longtemps refoulées en autorisant des notables légitimistes à nouveau à jouer un rôle public. Deuxième condition pour s'intéresser à la politique, c'est les réseaux. Alors aujourd'hui, c'est très à la mode. Est-ce que c'était à la mode à l'époque? Je ne sais pas. En tout cas, on peut constater que Théodore Ersal de Lavilliers-Marquet, de ce côté-là, il était très favorisé parce qu'il bénéficiait de contacts très nombreux du fait de l'ancienneté et du renom de sa famille, de la parentèle également. Et lui-même, pendant son séjour parisien, on l'a évoqué dans plusieurs interventions, il a établi personnellement également de nouvelles fréquentations, notamment à travers le cercle celtique, dans la mansarde des frères de Courcy, où il y a de nombreux jeunes aristocrates qui donc étaient avec Ersal de Lavilliers-Marquet, comme Audrin de Kerdrel, comme Aurélien Courson, bon, vous en a parlé déjà. Alexandre de Pleuc, donc c'est un futur sous-gouverneur de la Banque de France. Aurélien Courson, c'est futur historien. Et autrement, donc Audrin de Kerdrel, il a été député quand même en 1848 et en 1849. Il y a eu Aymar de Blois aussi. Il a échangé aussi avec des écrivains comme Émile Souvestre ou Auguste Briseux. Autre occasion de se mettre au premier plan, eh bien, c'est le culot de Ersal de Lavilliers-Marquet, qui, par exemple, lors d'un banquet où le Godidec n'avait pas pu aller, en février 1837, ne va pas hésiter à devenir la vedette, en quelque sorte, à réciter ses poèmes devant le poète Boulay-Paty, devant les grands Chateaubriand, que son père connaissait. D'ailleurs, Chateaubriand, entre parenthèses, s'était présenté aux élections législatives dans la circonscription de Quimperlé, peut-être justement à cause de ce contact avec Pierre de Lavilliers-Marquet. Il y avait Brousset, il y avait Lalmenais, bon. Donc, Théodore Ersal de Lavilliers-Marquet a pris aussi l'habitude d'écrire directement à des sommités comme Augustin Thierry, comme Lamartine, comme Sainte-Beuve, ou à des directeurs de journaux influents pour faire passer ses travaux, la revue des Deux Mondes, la revue de Paris, et il est même allé jusqu'à des supercheries comme la fameuse découverte dans un presbytère des Montagnes Noires de poèmes du VIe siècle, soi-disant, donc qu'il avait fortement intéressé Mérimée, et après donc Mérimée a été en contact et Ersal de Lavilliers-Marquet a dit que ça avait disparu, c'était Mérimée sans doute qui avait pris, bon. Mais il ne s'arrêtait pas à ça.
Il a également donc fait son fameux voyage en Grande-Bretagne, au Pays de Galles, en 1838, avec d'autres jeunes, donc Auguste du Maralard, on en a parlé, Antoine de Mauduit, de Jacques-Claude de Bois-Rouvray, les Morbihanais Amédée de Francheville, qui sera maire et conseiller général, Alexis Riault. Bon, disons que Hersal Laville Marquet avait un carnet d'adresses considérable. Voilà. Entre parenthèses aussi, Hersal Laville Marquet a accepté de se voir financer le voyage au Pays de Galles par un régime qu'il n'aimait pas tellement. Quelle était l'utilité de ces contacts? Alors là, on n'a pas trouvé tellement de renseignements. On sait qu'en 1848, le secrétaire de Lamartine le contacte pour essayer de se faire pistonner auprès du gouvernement de l'époque, parce que donc il pense que Laville Marquet a encore beaucoup de contacts dans le gouvernement, et ça serait intéressant que dans le courrier de Laville Marquet, il y ait une étude qui soit faite pour justement voir les relations. On en entend ce matin, donc Nelly a parlé un petit peu de ça, je crois, et voir quels sont les échanges se font dans les deux contacts, et est-ce qu'il y a eu une implication politique. Je ne suis pas sûr, je crois que c'était surtout sur le plan historique, sur le plan culturel, pourquoi pas politique aussi. Troisième avantage pour faire de la politique, la fortune. Laville Marquet est une famille riche. Sa fortune est réduite sur Quimperlé, elle repose surtout sur des terres dans le canton de Pont-Aven. Après le décès de son père en 1843, puis de sa mère en 1847, donc Théodore a hérité, son frère a hérité, on l'a dit, du manoir de Plessis-Nizon. On ignore ce qu'a eu exactement Théodore. On sait que le mariage en 1846 avec Clémence Tarbé des Sablons, orpheline d'un grand magistrat, avait pu aussi accroître la fortune. En tout cas, on constate que Théodore figure parmi les Quimperlois les plus imposés, donc les plus riches, en 1853, en 1868, en 1873, en 1881. Donc pendant toute la période, il est parmi la quinzaine de Quimperlois les plus riches. On peut penser que cette fortune était surtout foncière. L'analyse d'un fragment du fonds notarial Le Cérec aux archives départementales révèle que dans les années 1880, Théodore et ou son fils possédaient de nombreuses fermes, à Convenant d'ailleurs, sur Nizon et Névé. Le montant des fermages s'élevait alors à près de 5800 francs. Le château du Paulguin leur appartenait aussi, semble-t-il, et la famille avait encore des terres dans d'autres communes, puisque dans le publicateur du 11 janvier 1851, on apprend que lors d'une vente d'un fonds d'une vaste propriété de l'avocat Henri Pontier de Chamaillard à Mouélan, le plus gros propriétaire des rentes convenancières est Théodore Hersal Laville Marquet. Il a également une résidence à Paris. Si on regarde son frère en 1848, avec 313 hectares possédés sur Nizon pour une cote foncière de 2909 francs, et de loin le plus gros propriétaire. Il est propriétaire de fonds de tenure à Convenant, avec le domaine congéable, sur lesquels vivent 29 ménages. Donc, on peut penser que Hersal Laville Marquet, ça doit être un petit peu du même ordre. Donc, ces trois facteurs favorables, le renom, les contacts, la fortune, ne pouvaient qu'encourager Théodore à se lancer dans la politique. Mais évidemment, en politique, on sait qu'il faut également il y a d'autres facteurs sur lesquels il faut compter. Il y a l'importance du travail préparatoire, le sens tactique, la capacité à affronter des adversaires potentiels, la force des convictions. Bon. C'est pas toujours évident. Le nouveau contexte offert en 1848 par la chute de la monarchie de Juillet va permettre à Théodore Hersal Laville Marquet justement de se lancer dans la politique. Alors, on va donc passer à la deuxième partie. On connaît mal les débuts de l'implantation de Théodore à Quimperlé. On sait qu'il est parti à Paris en fin 1933, où il a fréquenté le milieu littéraire. Il est revenu régulièrement à Nizon et aussi peut-être à Quimperlé, on n'a pas de traces. On sait qu'il a
il est allé aussi continuer de ses collectes, donc, notamment en Haute-Cornouailles, donc dans la région de Carré, dans ces années-là. On apprend que quand il s'est marié, le mariage a eu lieu à Paris. Quand ses enfants sont nés, la première fille, la deuxième fille, le premier fils sont nés à Paris en 1847, 49, 51. Et on sait qu'il vient quand même à Quimperlé. On sait qu'en 1850, il loue le manoir de Kerbertrand, le vieux manoir de Kerbertrand à la famille de Mauduit en 1850. On peut penser qu'avant 1850, il était peut-être déjà dans cette configuration-là, puisque l'hôtel où il est né est vendu très tôt. La matrice cadastrale montre qu'en 1826, c'est un autre propriétaire qui possède l'hôtel natal de la ville marquée. Alors, premier point politique où intervient la ville marquée, c'est l'affaire Drouillard. Alors, l'affaire Drouillard, c'est un scandale énorme de vente et d'achat de suffrages dans la circonscription de Quimperlé. C'est un certain Drouillard de la Mare qui est banquier, qui est né, mort à Paris, qui vient parce qu'il y avait une opportunité. Et il y a des choses scandaleuses qui se passent. Il arrose les électeurs de vin et de champagne, entre autres. Il les enferme dans un pavillon. Et il y a des braves citoyens qui trouvent que c'est quand même un petit peu gros. Ils vont porter plainte. Et effectivement, il va être élu, de Drouillard, mais l'affaire il y a un procès et son élection est invalidée. Et le procès qui a lieu à la cour d'assises d'Angers au début de 1847 révèle des choses intéressantes, puisqu'on s'aperçoit que Drouillard a bénéficié du camp légitimiste. Les légitimistes Hippolyte de Mauduit, Bréard de Boisanger, Casimir de Mauduit, qui faisait fonction de maire tout en ayant refusé le titre pour montrer son opposition à Louis-Philippe, et également Monsieur de Kersin. Alors Monsieur de Kersin, c'est intéressant, c'est c'est la famille de Kersin qui avait acheté le château du Lézardeau, le château des Ducouédic qui avait été confisqué pour émigration. Et il y a aussi Théodore Hersat de la ville marquée qui apparaît dans cette affaire Drouillard. Il a alors 31 ans, c'est ça, 33 ans, 31 ans, en 46, pardon. Il aurait pu être cité comme témoin. Il n'a pas été, parce que, déjà le procès a duré une semaine, il y a eu 60 témoins, mais il aurait pu être cité parce qu'il avait menacé le juge Limon, qui avait dénoncé ces malversations, de lui faire un procès en diffamation. Donc, on apprend à l'occasion que Hersat de la ville marquée en 1846, il est à Quimperlé, il vote à Quimperlé. Il est suffisamment connu pour que le juge Limon, qui est un nouveau juge, le reconnaisse comme une notabilité. Et donc, c'est pas quelqu'un qui... il voyage beaucoup entre Lison, Paris et Quimperlé, mais il est connu à Quimperlé. Donc, le résultat du procès, c'est que Drouillard va être... et avec ses 4 complices, vont avoir une interdiction des droits civiques pendant 5 ans. Et Drouillard et Sylvain Perron vont avoir une amende de 3 700 francs. Donc peut-être que ça date de cette époque-là, l'amitié entre Sylvain Perron et Hersat de la ville marquée. Deuxième épisode, les élections municipales de 1848. Non pas à Quimperlé, mais à Nizon. Donc on apprend dans le livre de Laurent Le Gall que là aussi les élections municipales, donc le frère de Théodore, Cyprien, s'est présenté, il a repris la place du père, donc abandonné en 1830, et ça s'est passé il a été élu, mais ça s'est passé avec beaucoup d'incidents. Théodore, notamment, le comportement de Théodore qui a soutenu son frère a été relevé par le candidat malheureux, qui était maire sortant. Théodore a traité le maire sortant, Danielou, d'ignorant et d'imbécile. Il a tenté de perturber les opérations en multipliant les distributions de bulletins, pratique intimidatrice et invective. Circonstance aggravante, alors qu'il n'était pas domicilié dans la commune, il s'était introduit dans l'enceinte du vote et avait tenté de surcroît de s'imposer comme membre du bureau. Et même les frères de la ville marquée distribuent du cidre aux électeurs. Mais enfin, il n'était pas le seul. Donc, le scrutin a été invalidé. Il a fallu revoter le 8 octobre. Et Cyprien de la ville marquée
de Cornouailles a été élu maire. Il est resté 40 ans. Après, il a passé la mairie à son fils qui est resté 20 ans, qui a été obligé de démissionner parce qu'il y a eu une fraude. Mais il a continué à diriger la commune une vingtaine d'années encore comme adjoint. Donc pendant 80 ans, Nizon est resté aux mains de la famille de la branche aînée de Ersad La Villemarqué. Donc, concernant Théodore, vous voyez que le comportement n'est pas très, très démocratique quand même dans les deux cas. Alors, est-ce que, avant de se lancer, est-ce qu'il a réfléchi au caractère, à la nécessité du respect de certaines pratiques démocratiques? Est-ce que ça lui a aussi ouvert les yeux de montrer que la tâche était difficile, et à Quimperlé est d'autant plus difficile qu'il n'avait pas quand même des masses de paysans sur lesquels il pouvait s'appuyer, puisque les propriétés foncières, comme je l'ai dit, étaient surtout sur la côte. Troisième épisode, donc, en mai 49, et à l'occasion des élections législatives, il se lance. Alors, il a préparé depuis quelques mois. Il écrit « Plusieurs des électeurs qui ont voté pour mon père pendant 12 ans et d'autres, encore plus nombreux, qui ont voté contre lui, ont bien voulu me faire des ouvertures. Ils me croient, disent-ils, des chances sérieuses si j'acquiers moi-même cette conviction. Je me mettrai ouvertement sur les rangs en publiant une profession de foi. Reste à savoir si elle sera du goût de la majorité. » Et là, effectivement, donc, il met le doigt sur le problème, parce que quelle majorité? On sait que le scrutin est désormais un scrutin de liste et que ça donne l'importance aux machines de groupe. Un individu n'est rien là-dedans. Le département comptait deux comités importants. Le comité dit de Quimper de la liberté civile et religieuse, à majorité légitimiste et conservatrice, et le comité républicain dit de Châteaulin. Théodore énonce ses convictions qui sont sa triple adhésion à une démocratie modérée, à la République honnête et à la Constitution, quelque perfectible qu'elle fût. Donc il va choisir le comité républicain. Un choix qui ne va pas manquer d'interpeller, puisque sur cette liste-là, il va côtoyer des socialistes. Alors, est-ce que c'est l'ignorance de la situation politique réelle dans le département, alors que entre 1848-49, après les journées de juin 1848, bon, ça évolue énormément. Est-ce que Théodore Ersad La Villemarqué est en retard dans ses appréciations? Il est vrai qu'en 1948, l'évêque Monseigneur Graveran avait été, et les élites catholiques avaient été assez ouverts face à la République, mais il est vrai aussi que les élections avaient donné 10 sièges aux élections à la Constituante, hein, donc 10 sièges aux réactionnaires et 5 aux républicains, mais que Quimperlé avait voté différemment. À Quimperlé, sur les 11 premiers non arrivés, il y en avait 9 qui étaient républicains. Peut-être que ça a influencé Théodore Ersad La Villemarqué, ce caractère républicain du terreau quimperlois. Peut-être qu'il y a eu une autre explication, peut-être on peut supposer qu'il y a eu une antipathie à l'égard d'un autre noble de Quimperlé, le comte du Couedic, qui figure sur la liste conservatrice, et le Balthazar de Fournas à Arzano, qui était sur la liste conservatrice en 1848, va se retrouver aussi il préfère aller sur la liste républicaine. Là, il y a des histoires qu'on va expliciter un petit peu. Hein. La profession de foi de La Villemarqué, qui est parue dans le numéro 28 du journal catholique conservateur L'Impartial du Finistère, est la suivante. « Je n'ai qu'un désir, c'est de consacrer tout ce que Dieu m'a donné d'ardeur, d'intelligence et de dévouement à décourager les ennemis de l'autre, à raviver le commerce, à réveiller l'industrie, à rétablir la confiance, à rendre mon pays prospère et glorieux. » Bref, vous voyez que ce sont des vœux, c'est des généralités qu'on pourrait entendre aussi bien à Marseille qu'à Strasbourg. Hein. Rien sur la culture bretonne, rien sur le Barzazvrek qui aurait pu lui apporter des voix, rien sur la société bretonne. Bon. Donc, c'est une incompréhension totale de ce choix. Et autre bizarrerie, c'est que le comité politique local qui s'est formé à Quimperlé le 9 mai exclut le nom de La Villemarqué des bulletins panachés imprimés. Le sous-préfet de Quimperlé avait noté que dans son arrondissement, le nom de La Villemarqué rencontre peu de sympathie. Si, dans sa propre ville, il est boycotté, qu'en est-il dans les autres arrondissements du Finistère? Le sous-préfet de Brest constate que M. de La Villemarqué est complètement inconnu ici. Le scrutin, comme l'année précédente, est donc un scrutin de liste. Sur une liste de 26 noms, il fallait en retenir 13.
le vicomte arrive dernier de la liste républicaine et 25e sur 26 au classement général. L'abstention a été assez forte. Bon. Donc quand le premier candidat avait bénéficié de plus de 78 000 voix, Théodore en avait 16 000. Alors il faisait le plein sur Nizon, mais 180 voix sur 193 votants, bon, ça ne suffit pas pour basculer à l'échelon départemental. Par contre, dans le canton de Quimperlé, il n'a recueilli que 35 voix, dans celui d'Arzano 26, dans celui de Sker 15. Donc il a dû se rendre compte que son nom ne suffisait pas pour être élu, et il a sans doute négligé le poids de l'Église dans cette élection, alors qu'on a déjà dit qu'il était profondément religieux. Donc là, il y a une contradiction flagrante. Et il peut regretter de ne pas avoir choisi la liste conservatrice, puisque quand on regarde les résultats de la liste conservatrice et légitimiste, on s'aperçoit que sur 13 députés élus, il y a Louis-Marie Ducoudic qui est élu, Aymar de Blois, Amédée de Roquefeuille, Gillard de Kéranflay, Barchou de Penhoen, Collat de la Motte, tous légitimistes, et des orléanistes comme de Kératry ou de Lacrosse. Bon, donc on voit qu'il n'inspire pas tellement de sympathie autour de lui. Il va donc se contenter d'un rôle plus discret. Il va être conseiller municipal. Alors, lors du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851, le Finistère est resté calme. Le préfet a juste dénoncé que dans les arrondissements de Quimper et Quimperlé, c'est là que se manifeste la fraction ardente des légitimistes. Mais ce qui domine et absorbe tous les partis, c'est la masse des cultivateurs qui sont tous napoléoniens et qui feront les élections sous l'influence du gouvernement, de l'administration et du clergé. Donc, face à des paysans influencés par le nom de Napoléon, face au ralliement d'une grande partie du clergé, face à la menace de rejet dans une opposition stérile, la fraction ardente se modère et se rallie vite au nouveau régime en acceptant de prêter le serment de fidélité au prince-président et d'obéissance à la Constitution. Alors, on ne va pas discuter de la sincérité du ralliement, ils n'étaient pas obligés de se rallier, ils se sont ralliés. Donc, il faut faire un petit point sur le tableau politique de Quimperlé en 1951-52. Le camp républicain est assez faible, et en plus il est très surveillé par les agents du prince-président. Peut-être qu'elle s'exprime par l'abstention qui est forte dans la région de Quimperlé, mais bon, c'est pas très constructif. Les notables sont donc des nobles, surtout, mais Quimperlé n'est pas Nizon, et la concurrence est vive. Le milieu nobiliaire est très bien fourni, et plusieurs grandes familles peuvent prétendre à la primauté. Il y a deux postulants qui se dégagent. Paul Bréard de Boisanger, né en 1810, il est issu d'une famille, pas de très grande noblesse. Comme aurait dit Philippe Jarnoux, il était en dessous du plafond de verre. Ils sont devenus nobles qu'en 1701 et 1702. Bien sûr, ils comptent dans leur rang un directeur de la Compagnie des Indes, mais enfin, ils étaient surtout importants dans le négoce. Ils ont acheté le château de Québlin, le domaine de Québlin, à la sortie de Quimperlé vers la forêt. Et donc, Paul Bréard de Boisanger est assez représentatif d'une noblesse moyenne, disons. Face à lui, il y a Louis Corentin Ducoudic, qui a déjà été évoqué, qui est né en 1810 aussi, qui est issu d'une famille au-dessus du plafond de verre, bien plus prestigieuse, puisque son grand-oncle, c'était le brave Ducoudic, le commandant de la surveillante, qui est mort des suites du combat naval contre l'Anglais. Son grand-père était grand maître des eaux et forêts de Bretagne. C'était vraiment une famille qui pouvait remonter au XIVe siècle. Et leur domaine, donc ils sont partis, ils ont émigré, comme on l'a dit, et leur domaine a été confisqué. Il a été acquis par la famille de Kersin, mais Louis Corentin, bizarrement, il est né quand même au Lézardeau en 1810, alors que normalement le domaine ne lui appartenait plus. Donc il refuse de servir le nouveau roi, et il a des propriétés à Lorient, il a des propriétés aussi à Quimperlé, et vers 1836, il va racheter son ancien domaine, plus de 200 hectares, qui atteindront bientôt 300 hectares, puisque c'est un domaine qui s'étend sur Quimperlé et sur Mélac.
Et il va se lancer dans des grands projets économiques et sociaux qui assoiront ses ambitions politiques après 1948. Rénovation des routes, expérimentation agricole basée sur l'irrigation, création d'une école d'hydrologie au Lézardeau, lancement d'une papeterie moderne, il crée aussi des cités ouvrières qui sont les premières de Bretagne, et il aide les défavorisés. Plus de 300 ouvriers et agriculteurs dépendent de lui. Il favorise aussi l'installation des frères des écoles chrétiennes. Mais, selon un rapport du sous-préfet, malgré de hautes qualités qui le distinguent, le comte du Couedic n'est pas populaire dans son arrondissement. La jalousie qu'excite sa fortune et sa position, son adhésion à l'Empire, a envenimé encore les passions qui s'agitaient contre M. du Couedic. Et ses détracteurs, ce sont les hommes de sa classe. Dans cette rivalité, Ersard de la Villemarqué est proche de Bréhard de Boisanger, qui semble côtoyer fréquemment. Et d'ailleurs, on vous a signalé, Philippe Jarnoux vous a signalé aussi, que donc, les deux filles de Théodore Ersard de la Villemarqué ont épousé deux fils de Boisanger. En 1852, c'est Bréhard de Boisanger qui est le premier à dégainer, en quelque sorte, qui est le plus rapide à se soumettre au président, donc il emporte. Dès le 24 juillet 1852, il est nommé maire par un arrêté de Louis-Napoléon Bonaparte. Les autres légitimistes accepteront eux aussi de prêter le serment un petit peu plus tard, lorsqu'ils deviendront conseillers municipaux. Il y a là donc Duquilliot, Joseph de Mauduit, d'Enfernay, Bréhard de Boisanger, de Noisseville, qui était maire sous la monarchie de Juillet, et Théodore Ersard de la Villemarqué, donc, ainsi que Sylvain Perron, que l'on retrouve carrément adjoint dans la nouvelle municipalité, né en 1852. Il avait été condamné en 1847 dans l'affaire Drouillard. Vous voyez, il y a les 5 ans de suppression des droits civiques qui, à peine achevés, sont oubliés. Donc, voilà la nouvelle municipalité. Alors, peu après, c'est une affaire à rebondissement, du Couedic va reprendre l'avantage. Il va se mettre entièrement au service de l'Empire. Il profite du changement d'évêque. Monseigneur Sergent va le circonvenir, et Monseigneur Sergent va le recommander chaudement à l'empereur, qui se méfie un petit peu quand même de cet ancien légitimiste. Donc, il va devenir député en 1857. Il y a 4 députés dans le Finistère à l'époque. Donc, le représentant de Quimper-Quimperlé, c'est le comte du Couedic. Alors, les honneurs s'accumulent. Distinction pour sa participation à l'exposition universelle, Légion d'honneur et organisation d'une fête fastueuse lorsque Napoléon III vient dans le Finistère et qu'il fait son tour de Bretagne. Et le seul endroit où il s'arrête à Quimperlé, c'est le château du Lézardeau, reçu avec des centaines d'invités par le comte du Couedic. Alors évidemment, ça ne s'arrête pas là, puisque le comte du Couedic souhaite devenir maire, et c'est ce qu'il va obtenir en 1860, donc exit, ou sur le côté Paul de Bréhard de Boisanger. Évidemment, ça ne fait pas les affaires du camp conservateur qui se divise. Donc, Sylvain Perron aussi a été mis de côté dans la même occasion. Donc on peut penser que Théodore Ersard de la Villemarqué n'apprécie pas trop cette évolution, d'autant plus que pour lui, l'activisme du comte du Couedic le concurrence directement. Parce que sur le plan... Théodore Ersard de la Villemarqué annonce carrément... le comte du Couedic annonce ses convictions. Il dit, vous savez que j'ai toujours été proche, on connaît depuis longtemps mes sympathies pour la classe ouvrière. Donc il va faire il va aider les déshérités, il va faire des choses importantes, comme la fameuse cité ouvrière qu'on voit d'ailleurs toujours à Quimperlé, qui est toujours en place. Elle a été transformée en haut de la rue du Couedic, au Poulou, mais il y avait quand même 189 locataires qui vivaient dans ces cités ouvrières financées par le comte du Couedic, et une opération quand même qui a été très coûteuse pour Louis du Couedic, Louis Corentin du Couedic, puisque ça coûtait 16 000 francs. Donc il a également favorisé le clergé, et ce ralliement et cet activisme donc concurrence la Villemarqué et énerve les légitimistes. Donc il y a un pamphlet qui circule à Quimperlé au moment de la visite de Napoléon III, ou un peu après, et Louis Corentin du Couedic est visé.
On le traite de modèle parfait des paillasses fameux, toujours prêts à sauter pour qui veut les payer pour les voir danser. Donc, Théodore, si on revient un petit peu quand même à Théodore, en 1852 a été élu. Il a été élu avec 424 voix. Il n'arrive qu'à la 17e place sur 20. Donc déjà, là encore, vous voyez que ne fait pas le plein. Hein. Il y a un déficit de popularité. Aux élections de 1860, il sera avant-dernier. Et pendant toute la période, on sent cet écart, ce déficit de popularité. Donc il est derrière les autres légitimistes. Donc il reste quand même 17 ans conseiller municipal de Quimperlé. Si on regarde l'enseignement de ses mandats de conseiller, alors on va rejoindre ce qu'a dit Patrick. Sur 169 séances tenues, il n'assiste qu'à 55 d'entre elles. Donc un absentéisme considérable. Il est absent même quand il y a le vote du budget. Si on regarde les années où il était le plus absent, il est venu une fois par an, une à deux fois, c'est les années 1855-58, l'année 1861 et l'année 1866. Alors, est-ce qu'on peut expliquer par ces nombreuses occupations qui ont été évoquées au cours des différentes interventions, son deuxième voyage en Grande-Bretagne en 1855, la présidence de l'association bretonne, il est membre de l'Institut en 1858, donc il est appelé à des voyages. Il continue de faire des recherches, des écrits. Bon, alors, quelle a été son action dans le conseil municipal? Eh bien, il a voté en droite ligne de la loi Fallou pour la suppression du collège public et son remplacement par une école des frères en 1852. En 1854, il y a une caisse de secours mutuelle qui est créée, mais le conseil municipal, et ça l'avait marqué aussi, rechigne. Le préfet, un peu plus tard, lance un atelier de charité. Là aussi, ça rechigne. On a l'impression un peu que l'engagement social de la ville marquée, qui est pourtant très important, on verra avec la création de la conférence Saint-Vincent-de-Paul, peut s'interroger si le vicomte ne préférait pas la charité privée à l'assistance publique. Alors, il fait peu partie des commissions municipales. Il a participé à 5 commissions municipales, sans jamais être rapporteur, et en étant absent 3 fois lors du rapport. En novembre 1860, lorsqu'il s'est agi d'examiner les comptes de la fabrique Saint-Michel, avant le paiement d'un vicaire. En août 1862, pour l'augmentation des taxes de la ville destinées à financer la reconstruction de l'église Sainte-Croix, qui s'était écroulée 4 mois avant. En août 1863, toujours pour la même reconstruction, donc 2 fois. En 1865, pour le classement d'un chemin qui allait de Lauvignon à la limite de Rédéné, c'est-à-dire un chemin qui passait près de son château. Et enfin, en 68, pour retrouver un emplacement pour un abattoir et un marché couvert. Donc sur 5 commissions, il y a 3 commissions qui concernent l'église. Au total, le rôle de Théodore comme conseiller apparaît modeste, mais en dehors de cette vie municipale, il est également un acteur à travers d'autres aspects. Alors, Théodore Hersal l'a marqué, donc dans la presse locale. Alors, les Quimpérois, comment est-ce qu'ils connaissent Théodore Hersal l'a marqué? Ils peuvent le connaître à travers la presse, à travers le publicateur. Bon. Quand on regarde le publicateur, en 1855, il a écrit un long article à propos de son voyage en Grande-Bretagne, et il écrit « Si Monsieur le ministre de l'Instruction publique m'a fait l'honneur de me nommer membre du comité de l'histoire, de la langue et des arts de la France, et s'il m'a donné spontanément et sans que je l'ai sollicité la mission dont je viens d'accomplir, et donc, il est récompensé, il est soutenu par un journaliste aussi. Vous voyez qu'à travers il parle aussi de sa mère, que c'est pas lui qui est responsable de sa vocation, c'est sa mère qui l'a souvent bercé, donc un discours un peu émotif, émouvant. Et donc on voit que pour les lecteurs de Quimperlé, c'est quelqu'un qui est compétent, qui travaille beaucoup, mais qui ne doit rien au gouvernement, puisque c'est à l'insu de son plein gré, en quelque sorte, qu'il est allé en Grande-Bretagne. En 1860, il fait encore un long article sur Sainte-Croix de Quimperlé et le cartulaire avant l'écroulement. Il signe, comme l'a dit Patrick aussi, membre de l'Institut de France.
Il écrira aussi des articles nécrologiques, il est spécialiste, il écrira en 60 aussi la vie nécrologique du maire de Moëlan. Et donc, brièvement, il a été aussi membre de la commission administrative de l'hôpital, mais il est pas resté longtemps. Il a été aussi membre du comité de patronage de la salle d'asile de Quimperlé, l'ancêtre de la maternelle d'aujourd'hui en quelque sorte, donc, mais il n'est pas resté longtemps non plus. Et sinon, si on dépouille les journaux, on voit qu'il y a une grande souscription qui est lancée pour donner de l'ouvrage aux ouvriers en 1851, aux ouvriers malheureux, et sur une route, et on voit beaucoup de notabilité, beaucoup de nobles qui donnent, mais on ne voit pas le nom de Ersan de la Ville-Marqué, peut-être qu'il n'était pas là. Donc la principale action, c'est son action à travers la société Saint-Vincent de Paul. Bon, on peut dire que c'est une tradition familiale, puisqu'on on vous a déjà parlé du rôle en direction des pauvres de sa mère, les visites qu'elle faisait, les nombreuses visites qu'elle faisait, mais son père aussi accueillait des déshérités dans son manoir du Plessis-Nisson. Donc, il a rencontré Ozanam, on l'a déjà dit aussi, à Paris. Il a fait partie de la conférence Saint-Vincent de Paul donc, pendant les premières années. Donc, Yann en a parlé. Et il a fait venir Ozanam dans le manoir de Kerbertrand qu'il occupait en 1850. Donc, il va créer en 1854, rue du Château, la conférence Saint-Vincent de Paul. Il y a 3 fondateurs, Théodore Ersan de la Ville-Marqué, Sylvain Perron, un notaire, Guyot Danière des Salins, et un employé, François Chénel. On voit, après elle va s'élargir à Jean-Gabriel de Maudu, mais il n'y a pas beaucoup de nobles finalement dans cette conférence Saint-Vincent de Paul du départ. C'est peut-être pas leur préoccupation. L'action de la conférence va consister en visite, en distribution de vêtements, et bientôt en viande et en soupe, parce qu'il y a un fonds économique qui est créé. Mais attention, l'aide aux familles nécessiteuses était accordée sous réserve d'une bonne moralité, d'une bonne attitude chrétienne. Dans la conférence, on radiait de façon très rigoureuse les familles en cas d'ivresse, de mendicité, si elles portaient des toilettes estimées, on ne sait pas par qui, sans rapport avec la misère, de mauvaise fréquentation, d'absence d'assistance à la messe, au catéchisme ou au sacrement religieux. On estime quand même que l'association a lutté contre des situations de misère dramatiques et qu'elle a aidé 40 à 50 familles, soit 300 personnes. Les fonds provenaient de la quête dominicale que Ersan de la Ville-Marqué contribuait à faire. On récoltait 700 à 800 francs. Je vous rappelle quand même, la cité ouvrière du Quédic, c'était 16 000 francs. Donc ça, c'est 700 à 800 francs, juste un peu après la mort de Ersan de la Ville-Marqué, vers 1895-1900. Donc il y a un autre but qui est fixé à la conférence, c'est d'agir en direction des ouvriers. Alors, il y a un patronage d'apprentis et de jeunes ouvriers qui est créé en 54, fin juin 54. Il y a 30 membres, ça ne marche pas. Sur l'impulsion de la Ville-Marqué, on crée une œuvre des loyers. Une œuvre des loyers en 1856. Le but, c'est d'encourager l'épargne des familles ouvrières. Ça ne marche pas. Quand ils n'avaient pratiquement rien, à peine de quoi manger, on n'allait pas, ils avaient du mal à épargner. Théodore Ersan de la Ville-Marqué a voulu lancer aussi un projet d'une école du soir pour apprentis, qui aurait été dirigé par les frères. Mais il n'y a pas eu de véritable volonté collective de la part de ses collègues, et donc ça ne s'est pas fait. Ça s'est effondré, le patronage s'est effondré en 1857. En 1880-82, la conférence fait un nouvel essai pour recréer une œuvre des apprentis. C'est à nouveau l'échec. Pourtant, cette œuvre des apprentis était en relation avec le cercle catholique d'ouvriers de Quimperlé qui avait été créé en 1875 par Sylvain Perron, qui avait rencontré Albert Demain. Et donc ce cercle d'ouvriers en 1875, ça va marcher davantage parce qu'on est en 1975 dans un autre contexte. Ersan de la Ville-Marqué sera secrétaire et ça va marcher un certain temps, mais au bout de quelques années aussi, ça disparaît. Donc l'inauguration avait eu lieu le 4 juillet 1975. Voilà, toutes ces tentatives d'organisation des ouvriers ont échoué. Pourquoi ? Eh bien, peut-être parce qu'il y avait il y a plusieurs raisons, parce que les ouvriers étaient intéressaient beaucoup de monde, intéressaient aussi d'autres personnes que les légitimistes, intéressaient aussi les républicains que sont Alexis Savary qui a ses propres usines, parce qu'il y a aussi
les doctrines socialistes qui se développent aussi à l'époque, et que la charité chrétienne était aussi mal vue, mal perçue par des ouvriers. Des ouvriers qui sont, entre parenthèses, de plus en plus nombreux, puisque Quimperlé s'industrialise à partir des années 70, avec des papeteries et une usine de machines agricoles. Et donc on avait quelque chose comme 300 ouvriers à peu près dans les années 1870-80, pour 7000 habitants. Donc, voilà, je vais passer un peu plus rapidement. Alors, en conclusion, donc, le contexte va évoluer, alors il y a des élections en 1869, Ernst Marquet n'est pas élu du tout. Après 70, le contexte évolue rapidement, les légitimistes pensent que leur heure est revenue, c'est l'ordre moral, Paul de Boisanger redevient maire de Quimperlé en 1874. Je reprends les fonctions qui m'ont été enlevées il y a quelques années. Et donc, c'est à ce moment-là que le cercle ouvrier est créé. Et le temps joue contre les conservateurs. Sur le plan national, bon, la restauration n'a pas marché. Le terme de république est introduit dans ce qui va faire office de constitution. Sur le plan local, les conservateurs restent divisés. Le comte du Coëdic est toujours là. Et il bénéficie toujours d'une certaine popularité. Et il est très battant. Et il continue de se battre pour représenter le camp légitimiste. Alors évidemment, il y a des frictions, mais en 1876, il avait obtenu la première place, il a échoué contre le candidat républicain et du coup il a été exclu. En 1977, il va revenir dans les municipales et en 1978, les conservateurs sont sur le point d'emporter la mairie de Quimperlé. Il y a 2 tours. Premier tour, c'est le succès pour les conservateurs, mais au deuxième tour, les républicains qui n'aient pas fait campagne se ressaisissent et donc c'est à nouveau les républicains qui gagnent. Donc, du Coëdic essaiera encore la députation. En 81, il est battu à nouveau et il va s'exiler, il va partir en Belgique, complètement ruiné, donc son domaine racheté. Et mais déjà, bon, Ernst Marquet aussi, c'est plus un concurrent pour lui, puisque Ernst Marquet joue un rôle politique beaucoup moins grand dans les années 1880. Pour les Républicains, Théodore Ernst Marquet apparaissait surtout comme un opposant. Lors de son décès, les cordons du poêle sont tenus par 4 personnes liées au Parti conservateur, dernier message politique en quelque sorte, un Demauduit, Sylvain Perron le petit-fils, Collinet de la Salle, un tribunal et Lauroy, le candidat donc légitimiste de Cloire-Carnouët. Le décès donne lieu à une différence de traitement flagrante dans la presse, 2 fois 2 pages dans le Publicateur, quand dans l'Union agricole et maritime, le journal républicain qui avait été créé en 1884, il y a un entrefilet de 6 lignes. Il est clair que l'action politique, cléricale, sociale de Théodore Ernst Marquet a fait passer au second plan son œuvre littéraire, qui de plus à cette époque-là était soumise à la contestation. Néanmoins, la municipalité républicaine ne put pas faire moins que d'honorer d'une façon ou d'une autre, elle le fit à minima, en donnant son nom à une rue. Alors ce fut dans le centre-ville, mais une petite ruelle, tout à l'écart. Tout un symbole. En conclusion, donc dernière conclusion, on peut peut-être trouver un peu rude le portrait politique qui ressort de cette brève étude, mais cela a déjà été dit, Ernst Marquet fut le produit d'une époque, le produit d'une famille, le produit d'une certaine idéologie. S'il a bien vu arriver l'importance de la question ouvrière, il ne pouvait pas avoir les réponses adéquates dans un pays qui était de plus en plus méfiant, dans un pays qui était traditionnellement méfiant à l'égard du clergé. Le pays de Quimperlé, c'est un pays où il n'y a pas de vocation religieuse. Son détachement, ou plutôt son comportement peu démocratique en 1846-48, donc s'explique parce que c'est une période charnière où la démocratie est en train de se mettre en place. Et d'ailleurs, l'invalidation de 1846 sera suivie par d'autres invalidations dans les années 70 et jusqu'à 1914. Il ne semble pas que, du fait de son caractère réservé et personnel, Théodore Ernst Marquet avait un tempérament apte à soulever et à convaincre les foules en ces temps du début de suffrage universel. Ce n'est pas un animal politique, mais ça n'enlève quand même rien à ses mérites sociaux et littéraires. Je vous remercie.